l'union à droite, ça n'est pas un objectif en soi. Enfin, moi, je me lève pas le matin en me disant mon objectif dans la vie, c'est d'unir les droites. Je me fiche de ça. Mon objectif dans la vie, c'est d'unir la France, c'est de défendre la souveraineté, l'indépendance, la prospérité et l'identité de la France. Bonjour Marion Maréchal. Bonjour. Merci de répondre à notre invitation. Alors on ne vous présente plus, mais on va quand même vous présenter. Vous êtes cofondatrice de l'ICEP, ancienne députée et aujourd'hui soutien d'Éric Zemmour. Alors ma première question ne va pas vous surprendre, elle porte sur votre passage chez Éric Zemmour. Vous dites que votre décision a été difficile, c'est-à-dire que vous avez beaucoup hésité, et dans ce cas, quel est l'élément déclencheur? Qu'est-ce qui vous a fait passer le Rubicon? Oui, alors j'ai longuement hésité, longuement réfléchi. C'est une décision évidemment politiquement importante, personnellement engageante, comme vous vous en doutez. Donc ça n'était pas un choix évident, c'est certain. Mais alors il faut savoir rappeler un peu aussi quelle est l'histoire. C'est vrai que moi j'ai quitté le Rassemblement national en 2017. À l'époque, je ne m'étais pas représentée dans ma circonscription en Vaucluse et j'avais démissionné de mon mandat de conseiller régional qui courait jusqu'en 2021. Et puis j'avais démissionné de toutes mes fonctions à l'intérieur du mouvement avant de renoncer également à mon adhésion. Donc j'avais retrouvé une liberté politique, on va dire, totale. Et c'est vrai que j'observe avec attention la campagne d'Éric Zemmour depuis quelques mois et je retrouve à travers lui beaucoup de ce pourquoi je plaidais déjà quand j'étais à l'intérieur du Front National. Que ce soit sur le plan de la ligne, sur le plan aussi de la stratégie politique, cette volonté de rassembler à droite différents mouvements, différentes personnalités et de l'assumer comme tel. Donc c'est vrai que déjà j'avais on va dire une sympathie pour cela. Et par ailleurs, je constate aujourd'hui qu'il a de nombreuses cartes en main que ne me semble pas avoir le Rassemblement national, ou plus avoir en tout cas, parmi lesquels, évidemment, cette capacité à rassembler, je viens d'en parler, mais qui prend corps d'ores et déjà au sein des Français qui annoncent souhaiter voter pour lui. On y retrouve des anciens RN, des anciens LR, des anciens abstentionnistes, toute la maison commune, si je puis dire, de la droite qui se réunit là avec des Français qui viennent d'un peu tous les milieux, tous les territoires. Donc on casse finalement cette espèce j'ai envie de dire, de néolutte des classes dans laquelle on était un peu enfermé depuis quelques années entre, d'un côté, pour caricaturer et simplifier, gagnant de la mondialisation côté Emmanuel Macron et perdant de la mondialisation et grands oubliés côté Marine Le Pen. Et donc je trouve que c'est déjà politiquement sain et intéressant. La deuxième chose, c'est qu'il a indéniablement réussi à ébranler le cordon sanitaire, puisqu'il y a des personnalités, notamment chez LR de premier plan. Je pense au député européen François-Xavier Bellamy, je pense au sénateur Étienne Blanc, je pense évidemment au député Éric Ciotti, qui ont annoncé que s'il y avait un deuxième tour Emmanuel Macron, Éric Zemmour, ils voteraient pour Éric Zemmour, ce qui est quand même une avancée symbolique très très importante sur le plan politique, chose évidemment qui n'aurait pas été, qui n'est jamais advenue à l'égard de Marine Le Pen et du Rassemblement national. Et donc voilà, pour ces différentes... Puis je vois évidemment le souffle, je vois les 100 000 adhérents, je vois cette capacité qu'il a à susciter un espoir, à mobiliser au sein de ses meetings. Alors évidemment, ce ne sont que des indices cumulés, mais voilà, je vois un potentiel de recomposition avec lui et avec Reconquête qui me semble du coup très intéressant pour le camp national. Oui, alors c'est vrai qu'on met souvent en valeur du côté d'Éric Zemmour cette recomposition entre le RN et LR, mais néanmoins du côté des cadres, c'est extrêmement disproportionné. On voit beaucoup de cadres RN rejoindre Éric Zemmour et fort peu de cadres LR. Finalement, à part Guillaume Pelletier, on n'a pas beaucoup d'affiches. Il y a quelques élus locaux quand même, malgré tout, qui ont rejoint. Je pense notamment à Sébastien Pilard, qui était membre du bureau politique des LR, il y a des élus locaux divers et variés, il y a Vijay qui est élu dans le 93 qui était également un élu LR, il y a Laurence Trochu qui elle était issue du courant Sens commun, donc du courant conservateur à l'intérieur de LR, donc il y a quand même des choses, mais c'est vrai que les choses on le sait depuis longtemps, on bouge beaucoup plus difficilement côté LR, mais malgré tout, voilà, on voit des signaux, et surtout on le voit au sein des électeurs, parce que ce qui est important, ce sont les Français au-delà des cadres politiques, et ça, en tout cas, c'est tout à fait manifeste aujourd'hui dans les gens qui s'apprêtent à voter pour lui. À peu près pour moitié sont des anciens électeurs de François Fillon à la dernière élection, et l'autre moitié, pour faire simple, des anciens électeurs de Marine Le Pen, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, si vous voulez, Éric Zemmour a investi un espace politique qui était laissé libre.
Je rappelle quand même qu'il y a la moitié des électeurs RN qui ne sont pas retournés voter RN depuis les dernières législatives, et ça s'est aggravé d'élection en élection. Donc il y avait cet espace politique qui s'en est emparé avec un certain succès. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il répond à une attente forte. Par ailleurs, il a clairement et volontairement placé la question civilisationnelle, qui recoupe à la fois la question migratoire, culturelle et démographique, au premier plan. Il a assumé vouloir imposer ce débat comme un débat prioritaire dans l'espace public. Je crois qu'en cela, il a raison, et que beaucoup de Français se reconnaissent dans cette priorisation, si je puis dire, du sujet. Donc voilà, et donc aujourd'hui, j'ai dû faire un choix. Il y a quelques mois de cela, j'avais plaidé pour une candidature unique, pour l'union derrière le mieux placé. Force est de constater, pour différentes raisons, on ne va pas y revenir, que cette union n'est pas advenue. Et donc aujourd'hui, il a fallu faire ce choix, et je l'ai fait en conscience. C'est un choix de conviction, c'est un choix politique. Alors justement, vous parlez d'union derrière le mieux placé, et précisément du côté du Rassemblement national, on vous fait 2 reproches. Le premier, c'est de vous dire, mais vous aviez affirmé que vous suivriez le mieux placé, et de fait, dans les sondages, ce n'est pas Éric Zemmour qui est le mieux placé. Et l'autre, au vu des derniers sondages, là aussi, c'est toujours au vu des sondages, vous risqueriez finalement peut-être de faire passer quelqu'un comme Mélenchon au 2e tour, ce qui serait quand même assez catastrophique pour votre famille d'idées. Et récemment, plusieurs personnalités du Rassemblement national ont appelé Éric Zemmour à se retirer pour éviter cette éventualité. Que répondez-vous à ça ? Alors, plusieurs choses. Oui, j'ai entendu beaucoup de choses qui m'apparaissent assez illégitimes, et je vais y répondre point par point. La première chose, c'est une espèce d'accusation de trahison. Vous savez, moi je l'ai rappelé tout à l'heure, je ne suis plus au Rassemblement national depuis des années, donc ce n'est pas parce que j'appartiens à la famille de Jean-Marie Le Pen que j'aurai une espèce de fidélité quasi génétique qui s'imposerait à moi. J'ai toujours considéré, je l'ai toujours dit, que les partis politiques, c'était pas un objectif en soi, c'est pas une rente, c'est un outil. Voilà. Donc quand je considère que l'outil n'est plus performant ou suffisant parce que depuis 10 ans avec Marine Le Pen, malheureusement, la victoire n'a jamais été possible, à la fois au présidentiel ou à des grandes élections type régionales. J'en tire les conséquences, et je me dis que peut-être faut-il changer la manière de faire. Ça, c'est la première chose. Je précise aussi, parce qu'il y a eu de très nombreuses accusations totalement diffamatoires qui ont été relayées, que je ne viens pas avec un contrat chez Éric Zemmour, je ne me suis pas vendue pour un plat de lentilles, je n'ai pas demandé de l'argent, que mon école se porte très bien et merci, et que je viens évidemment à titre bénévole dans cette campagne. Bon, c'est dit, comme ça au moins c'est clair. Et enfin, sur la question des sondages, alors vous avez raison, il y a aujourd'hui un écart plutôt en faveur de Marine Le Pen qui se dessine, même si, on va dire, d'une semaine à l'autre, il y a quand même des fluctuations variables, mais ce qui est certain, c'est que moi je ne considère pas que la politique c'est une photographie de chiffres, et fort heureusement d'ailleurs. Rien qu'au Rassemblement national, si je devais vous donner 2 exemples, un positif, un négatif, on voit bien que les limites de cette analyse, souvenez-vous en 2002, Jean-Marie Le Pen était anticipé à 8 à 9%, il finit à 17% au 2e tour, donc exemple positif il y a 20 ans. Exemple négatif plus près de nous, Thierry Mariani, pour lequel j'ai beaucoup de sympathie et de respect par ailleurs, qui a été donné à plusieurs reprises gagnant dans tous les cas de figure au 2e tour, jusqu'à 53%, et qui finit avec 10 points de moins au 2e tour, avec un score même un peu en deçà de ce qui avait été réalisé la fois dernière. Donc vous voyez bien les limites de l'exercice. Et d'ailleurs, je considère que c'est une mauvaise manière de faire, tout simplement parce que le Rassemblement national, pendant des années, a précisément dit qu'il ne fallait pas s'appuyer sur les sondages. Donc moi, je pense qu'une fois de plus, la politique, c'est de la dynamique, c'est du potentiel, c'est un souffle, c'est pas des chiffres à l'instant T. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, par ailleurs, et dans l'histoire, je veux dire, on pourrait y revenir 20 fois, d'ailleurs Éric Zemmour lui-même a repris cet exemple, de Balladur en 95 qui a été élu avant même de lancer l'élection, de François Mitterrand qui ne gagne pas quand il est le seul candidat à l'élection présidentielle à gauche et qui gagne quand il y a plusieurs candidats à gauche en 81. Donc on voit bien que cette idée que parce qu'il y aurait une situation monopolistique, on gagnerait davantage n'est pas confirmée par l'histoire et les faits.
Et puis par ailleurs, moi je le dis clairement, si Marine Le Pen considère, et je comprends son point de vue, qu'elle est la plus légitime, la plus crédible, la plus performante, bah, je pense que dans ce cas-là, elle devrait accepter le débat qu'Éric Zemmour lui propose depuis des mois et qu'elle refuse obstinément, parce que je crois que, comme pour Emmanuel Macron, les Français ont le droit d'avoir une campagne électorale sur des sujets politiques de fond. Et je ne crois pas que ce soit en évitant les débats et en survolant la campagne qu'on leur permettra de faire un choix éclairé. Donc à partir du moment où elle est dans cette posture, et je l'entends, elle doit qu'elle aille au bout et qu'elle finalement elle aille expliquer et qu'elle aille prouver pourquoi elle est la mieux placée directement auprès d'Éric. Et je trouve que ce serait une manière saine de répondre et une manière saine de laisser les Français voilà, les départager. Très bien, alors je vais me faire un peu l'avocat du diable, si j'ose dire, mais dans votre demande réitérée, parce que je l'ai déjà entendu sur CNews de débat, on voit en arrière-fond le débat désastreux de 2017 et les talents de bretteur d'Éric Zemmour. Néanmoins, est-ce qu'un talent d'orateur suffit à faire un bon président ? Est-ce que c'est sur des qualités oratoires qu'on peut juger de la valeur d'un chef d'État ? Non, mais là, il ne s'agit pas de faire un concours de tribuns. Il s'agit de pouvoir départager des convictions, des visions, une ligne, une maîtrise des sujets, une fois de plus un potentiel. Et du coup, d'en revenir aussi à la cohérence de la vision. C'est vrai que moi, ce qui m'a frappé ces dernières années concernant le Rassemblement national, je suis très attachée aux idées. Quand j'ai lancé mon école supérieure, l'ICEP, je l'ai fait dans le cadre d'une volonté de mener une bataille culturelle, d'aller justement sur ce terrain des idées, donc c'est quelque chose qui ne m'a jamais laissé. Et ce qui m'a frappé ces dernières années, c'est les revirements ou les errances idéologiques sur la ligne politique du Rassemblement national. Il y a eu des changements de pied radicaux sur la question de l'Union européenne et de l'euro, il y a eu des changements de pied sur la question de la sortie de la Cour européenne des droits de l'homme, sur la question de l'interdiction de la binationalité, sur la question de Schengen, sur tous les sujets bioéthiques, puisque dorénavant, la ligne du mouvement, c'est que le mariage homosexuel est acté et que liberté de vote sur la procréation médicalement assistée, et que sur la GPA que ça tient encore, mais pour combien de temps voilà, on pourrait multiplier les exemples de cet ordre. Et donc c'est vrai que même si certaines évolutions en soi, enfin évidemment elle a changé d'avis aussi par exemple sur la peine de mort, elle était pour la peine de mort, elle n'est plus pour. Bon voilà, et donc une fois de plus, même s'il y a des évolutions pour lesquelles j'ai moi-même plaidé à l'époque et d'autres pour lesquelles non, c'est quand même dérangeant, si vous voulez, quand vous prétendez à la fonction suprême, de ne pas savoir exactement dans quelle direction nous allons. Et je trouve que tous ces sujets-là, ce serait très intéressant qu'il puisse y avoir justement une confrontation pour que les Français soient au clair sur les programmes des uns et des autres, les différences ou les convergences d'ailleurs. Et en tout cas, le plus important étant, selon moi, de ne pas tomber ni pour l'un ni pour l'autre d'ailleurs dans une guerre personnelle. Et moi, je suis très mal à l'aise avec la tendance qu'on voit ces dernières semaines de la part d'une partie des cadres du Rassemblement national d'expliquer qu'aujourd'hui, reconquête Éric Zemmour, ce serait la guerre civile, la brutalité, j'ai entendu qu'il y aurait des nazis. Enfin, c'est moi qui viens du Front National, je veux dire, c'est des arguments que j'ai entendus de la part de la gauche et de nos adversaires pendant des années. Je veux dire, c'est ce qui fait que le corps national était chaque fois cornérisé, marginalisé, diabolisé. Et donc je trouve que c'est politiquement désastreux, mais en plus c'est moralement scandaleux. Et donc, puisqu'on en est là, bon bah allons au bout et qu'il y ait cette confrontation. Alors, revenons simplement sur le point sociétal que je trouve intéressant, parce que de fait, on fait beaucoup reproche à Marine Le Pen de ses tergiversations, de ses atermoiements sur ce sujet-là, mais néanmoins, Éric Zemmour n'est pas très offensif non plus, et ce que j'ai entendu, c'est pas l'essentiel, donc on va pas polariser la campagne sur ce sujet-là, ce qui est essentiel, c'est l'immigration. Est-ce que c'est pas un peu juste ? Je crois pas, parce que là, en l'occurrence, il y a une position très très claire sur l'interdiction de la PMA sans père et sur la GPA, ce qui n'est pas le cas pour le coup en face, que lui-même a pris position sur la question du mariage homosexuel. Enfin, il a toujours dit mariage et adoption qu'il était contre, mais qu'il a dit qu'en effet ce ne serait pas parmi les premiers sujets dont il s'emparerait, puisqu'il l'a dit, il l'a assumé clairement, son sujet c'est d'abord le sujet migratoire et identitaire. A l'inverse, on a une position assez étonnante
J'ai écouté attentivement Marine Le Pen là-dessus à plusieurs reprises, qui explique dorénavant que parce que ce sont des sujets de société, c'est à la société de les trancher. Et refusant elle-même d'ailleurs de donner sa position personnelle sur le sujet. Bon, moi je n'ai rien à ce qu'on puisse dire que certains sujets doivent être traités par référendum, bien au contraire, mais dire je veux un référendum sur le sujet, n'empêche pas de donner son propre avis sur le sujet. Bon, ça me semble être une technique un peu échappatoire, je trouve étonnante. Et la deuxième chose, c'est que je trouve l'argument de l'intime et de la société un peu flou. C'est-à-dire que qu'est-ce qui relève de l'intime et de la société? C'est-à-dire que tout est un sujet de société, pardon, mais si dans ce cas-là, la politique, c'est quoi? C'est le taux de TVA et le taux de CSG, en fait, j'ai du mal à comprendre. Et puis, si on devait pousser le raisonnement au bout, si la PMA sans père, ça relève de l'intime, donc le politique ne doit pas s'en occuper, dans ce cas-là, le voile aussi, hein. Pardon, mais le port du voile, on pourrait dire, ça relève de la question spirituelle, de la question personnelle, donc c'est de l'intime, donc le politique s'en occupe pas. Donc je suis un peu dubitative, voilà, sur l'explication qui est donnée, et j'ai quand même le sentiment qu'il y a beaucoup plus de clarté côté Éric Zemmour. Alors, contre toute attente, il semblerait que Poutine se révèle être le meilleur ennemi d'Éric Zemmour et peut-être le meilleur ami d'Emmanuel Macron, et finalement pas tant à cause de l'admiration dont a pu faire montre Éric Zemmour à son endroit, mais surtout parce que ce conflit invalide d'une certaine façon le choc des civilisations, qui est quand même le thème favori d'Éric Zemmour. C'est compliqué pour vous. Oui, enfin, je crois même pas que ce soit sur le fond d'invalider telle ou telle vision. Je crois que c'est surtout que ce sujet ukrainien écrase la campagne, que du coup il empêche de pouvoir débattre sur d'autres sujets, il empêche de faire le droit d'inventaire du bilan d'Emmanuel Macron, qu'il n'y a plus d'espace pour cela, qu'il y a évidemment mécaniquement un réflexe légitimiste à l'endroit du président de la République, qui se contente d'enjamber cette campagne électorale, qui refuse le débat du premier tour, qui transforme, on va dire, scénarise sa campagne en série Netflix. Je ne sais pas si vous avez vu, on a l'épisode 1, on va avoir l'épisode 2, donc tout ça pétri de glamour, d'émotion, de personnel, de confidence. Enfin voilà, on est vraiment dans comment dire, la démonstration archétypale du marketing politique, voilà, et puis qui organise des pseudo-débats avec des Français dont on découvre d'ailleurs exactement comme au moment des Gilets jaunes qu'en fait tout ça est une joyeuse mise en scène totalement théâtralisée avec des questions connues à l'avance, des personnes sélectionnées, voilà, bon. Donc c'est un homme qui ne se met d'ailleurs jamais en danger. On voit bien, il a en 5 ans jamais fait de véritable conférence de presse face à des journalistes qui pouvaient poser toutes les questions qu'ils voulaient, hein. Donc c'est un homme qui maîtrise totalement sa communication pour ne jamais véritablement avoir à se confronter à son bilan. Je pense que c'est ça ce qui empêche aujourd'hui cette élection de pouvoir se tenir efficacement. Et moi j'en suis très inquiète d'ailleurs, parce que le risque est que du coup beaucoup de Français aient le sentiment que cette élection de toute façon elle est jouée d'avance, que c'est une formalité, que de toute façon il n'y a rien à faire, que par conséquent beaucoup se disent je ne veux même pas aller prendre le temps d'aller voter puisque ça ne sert à rien. Et qui donc vont transformer leur contestation en abstention, qu'on ait du coup un président très mal élu au regard de la participation, comme il l'était d'ailleurs déjà la fois dernière, un président le plus mal élu de la Ve République relativement à la participation, et qu'on se retrouve avec encore une aggravation de la légitimité politique, de l'illégitimité politique plutôt, dès le lendemain de l'élection, avec derrière une contestation, une fois de plus, qui ne se fera plus du coup dans les urnes, mais se fera par de la grogne sociale, parfois des grands mouvements, voire de la violence. Et je ne suis pas sûre que ce soit ce dont notre pays a besoin en ce moment. Alors on a une différence entre Marine Le Pen et Éric Zemmour, c'est la ligne de clivage qu'il pose, c'est-à-dire qu'Éric Zemmour est pour l'union des droites, donc on imagine qu'il valide qu'il y a encore un clivage gauche-droite, ce qui n'est pas le cas de Marine Le Pen. Pourtant, vous avez évoqué les gilets jaunes, on pourrait aussi évoquer les manifestations autour du pass sanitaire ou vaccinal. Il y avait des manifestants à la fois de la France insoumise
du Rassemblement national, même des électeurs d'Éric Zemmour, ou des futurs électeurs, qui manifestaient, alors qu'on voit bien que l'électorat de Valérie Pécresse se tourne plus, il y a plus une porosité avec celui d'Emmanuel Macron. Alors, est-ce que cette ligne de partage gauche-droite est toujours valide, ou est-ce que vous mettriez le clivage ailleurs, entre, vous avez évoqué tout à l'heure d'ailleurs, des enracinés mondialistes, perdants et gagnants de la mondialisation? Alors en réalité, ce qui est frappant, alors côté électorat, les Républicains, c'est qu'en fait aujourd'hui d'ailleurs l'électorat des Républicains est réduit à la portion congrue, hein, on le voit bien, puisque elle est aujourd'hui, elle s'effondre jour après jour dans les sondages. Déjà aux élections européennes, le score avait quand même été très décevant, ils avaient fait 8%. Donc ce que je crois en fait aujourd'hui, c'est que la majorité de l'électorat LR, ex-LR en tout cas, est beaucoup dans l'abstention, et c'est là où probablement Éric Zemmour a cette capacité à redonner une réponse politique à beaucoup de ces personnes de droite qui ne se reconnaissaient pas ailleurs. Une partie est déjà chez Macron, et une partie demeure bon an mal an chez LR. Donc je crois que c'est quand même assez partagé, on a un peu de tout. Ce qui est vrai, et vous avez parfaitement raison de le dire, c'est qu'aujourd'hui on a une accumulation de fractures en France, à la fois générationnelle, les boomers millennials, territoriale, métropole France périphérique, sociale, entre, on en parlait tout à l'heure, gagnant de la mondialisation, perdant de la mondialisation, j'ai envie de vous dire ethnique et religieuse aussi, hein, de fait, avec l'apparition du communautarisme islamique et puis le terrorisme islamiste et compagnie, et la désassimilation à laquelle on assiste. Et toutes ces fractures donnent des clivages politiques. Des clivages politiques qui se retrouvent dans les votes et qui, depuis quelques années, en effet, a vu se cristalliser déjà une abstention record, parce que c'est ça, en fait, le phénomène majeur de ces dernières années, qui rendent les projections électorales très compliquées, et une espèce de répartition entre ce que Emmanuel Macron appelle les progressistes versus les populistes, et ce que Marine Le Pen, elle appelle le bloc élitaire contre le bloc populaire, si je puis dire, et qui se cristallise avec des marqueurs sociaux très forts dans les votes, où on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est presque moins les idées que la condition matérielle qui va déterminer le vote. Ce qui est un drame absolu, hein, pour les défenseurs de la nation, parce que le propre de la nation, c'est d'être une synthèse, c'est de défendre l'unité nationale. Et donc d'être capable de faire en sorte que les Français, quelles que soient leurs conditions matérielles, puissent se réunir sur un projet, au-delà de leurs intérêts, si je puis dire, immédiats. Voilà. Et on voit bien que les réflexes de vote aujourd'hui se cristallisent sur la question sociale. Et donc c'est là où justement je trouve intéressant qu'Éric Zemmour soit capable de briser un peu ce phénomène et de retrouver ce qu'on pouvait voir à l'époque, notamment du RPR, du Parti Socialiste ou même du Rassemblement National du Front National fut un temps, à savoir dans un même parti à la fois des ouvriers, des fonctionnaires, des militaires, des ingénieurs, des traders, voilà, même s'il y avait des dominantes, qui soient capables de se retrouver sur un projet de société. Donc ça, je trouve ça sain. Et pour vous répondre sur le clivage droite-gauche, évidemment que ce clivage a plein de limites, pour une raison simple, c'est que pendant très longtemps, les partis qui étaient censés être de droite, en réalité n'étaient plus vraiment de droite, et les partis qui étaient censés être de gauche ont également fluctué dans une espèce de technocratie centriste, libérale, pour faire simple, ou libre-échangiste. Donc concrètement, il y a eu une démotianisation de ce clivage parce que évidemment, plus personne ne savait ce que voulait dire la droite, la gauche, et une confusion entre les deux. Mais néanmoins, quoi qu'on puisse en dire, je crois qu'aujourd'hui, ces clivages persistent. Déjà, parce que on n'a pas trouvé tellement mieux pour se définir, c'est-à-dire que personne se dit je suis populiste, ou je suis mondialiste, ou je suis localiste. Enfin, c'est quand même des termes que les Français auxquels ne sont pas accaparés. Que par ailleurs, spontanément, malgré tout, il y a des héritages de droite avec des références, avec une culture, avec des symboles, avec des héros, avec des marqueurs qui perdurent dans l'inconscient collectif. Je pense que quand on se dit droite globalement aujourd'hui, les gens vont penser en effet nation, ils vont penser autorité, ils vont penser identité, ils vont penser conservatisme, voilà. Donc je pense que malgré tout, ça irrigue encore la vie politique française, même si ça n'est pas nécessairement là
où on pense que c'est. Voilà. Donc une fois de plus, et j'en finis par là, excusez-moi pour la réponse longue, j'en finis par là, l'union à droite, ça n'est pas un objectif en soi. Enfin, moi, je me lève pas le matin en me disant mon objectif dans la vie, c'est d'unir les droites. Je me fiche de ça. Mon objectif dans la vie, c'est d'unir la France, c'est de défendre la souveraineté, l'indépendance, la prospérité et l'identité de la France. Je pense que l'union à droite, c'est juste un chemin, c'est un moyen. Voilà, c'est pas une fin en soi. C'est la marche qui permet d'y arriver. Enfin, c'est l'une des marches d'ailleurs. C'est tout. Et ça n'exclut pas par ailleurs le fait de s'adresser dans tous les cas de figure à tous les Français qui sont attachés à leur pays. Alors dans le livre d'Éric Zemmour, La France n'a pas dit son dernier mot, il rend hommage à un certain nombre d'hommes politiques, Édouard Balladur, Charles Pasqua, et le paragraphe consacré à votre grand-père est assez court. Et c'est pas vraiment un hommage. Est-ce que pourtant votre grand-père n'est pas le lanceur d'alerte par excellence sur l'immigration, qui est aujourd'hui le cheval de bataille d'Éric Zemmour? Est-ce que c'est pas quelque chose qui vous a surpris? Je me souviens plus, pour être honnête, de ce passage. Moi, j'ai toujours plutôt entendu Éric Zemmour, y compris d'ailleurs lorsqu'il était journaliste politique, faire partie quand même de ceux qui, malgré tout, disaient plutôt du bien de Jean-Marie Le Pen, ce qui fut un temps et fut une époque était quand même quelque chose déjà d'admirable en soi, tant c'était refusé par le monde médiatique en général. Ce qui est vrai, c'est qu'indéniablement, à tout seigneur, tout honneur, Jean-Marie Le Pen a été probablement l'un des premiers à s'emparer de ce sujet, à être un lanceur d'alerte, comme on dit maintenant. Et d'ailleurs, sur deux sujets, parce qu'on a tendance à l'oublier, mais le sujet bien sûr de l'identité et de la question migratoire et de la question démographique, mais aussi la question de la souveraineté, en particulier vis-à-vis de l'Union européenne. Puisque déjà, il s'était opposé au traité de Rome, donc vous voyez les tout premières fondations de la construction européenne, parce qu'il avait lu les travaux préparatoires et qu'il voyait déjà dans les travaux préparatoires à ce traité de Rome ce qu'il allait advenir derrière de la construction européenne. Et donc il s'était bien évidemment opposé également au traité de Maastricht et compagnie. Donc il a été aussi un lanceur d'alerte sur la façon dont allait se construire cette Union européenne et les conséquences qu'il arriverait. Donc ça, là-dessus, indéniablement, mais nous sommes tous des héritiers de ce point de vue-là. Et donc il faut être juste aussi, en effet, à l'égard de ceux qui ont été les premiers à lancer. Mais je pense que le drame de Jean-Marie Le Pen, c'est... je crois que c'est une phrase d'Edgar Faure, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais il dit c'est un grand tort que d'avoir raison trop tôt. Et malheureusement pour lui, il a, sur bien des sujets, eu raison trop tôt. Alors vous, le 8 mars, Mediapart a sorti une vidéo avec 8 femmes qui avaient à se plaindre visiblement fortement d'Éric Zemmour. Qu'en avez-vous pensé ? En réalité, j'en pense pas grand-chose pour une raison simple, c'est que Mediapart, je ne vais pas vous refaire réexpliquer qui est Mediapart, mais c'est quand même un journal militant d'extrême gauche, qui ressasse depuis des mois et des mois des témoignages qui sont toujours les mêmes, pour essayer de les faire prendre dans l'opinion, des témoignages qui ne sont basés sur aucune plainte, c'est-à-dire que c'est des femmes qui témoignent d'un certain nombre de choses, que conteste d'ailleurs très fortement Éric Zemmour, mais qui n'ont pas porté plainte devant la justice. Donc voilà, je pense qu'il ne faut pas y donner beaucoup de crédit, c'est probablement une tentative de déstabilisation, et c'est d'ailleurs, ça nous rappelle les limites aussi de ce mouvement MeToo, dont on pouvait dire qu'il était bénéfique parce qu'en effet il libère la parole sur les sujets de harcèlement, d'agression, de viol, ou voire parfois d'inceste, et ça c'est en cela positif, mais négatif en ce sens qu'il parfois se transforme en une espèce de lynchage public en dehors de tout cadre judiciaire, qui se transforme en condamnation médiatique. Or, le tribunal médiatique, vous le savez, condamne mais ne réhabilite pas, c'est un peu le problème, et qui vont salir les réputations d'hommes d'ailleurs ou de femmes durablement, sans qu'il n'y ait le respect de le cœur de notre fonctionnement démocratique, qui est la présomption de légitime défense. On n'est pas coupable avant d'avoir été condamné, on est présumé innocent. Et tous ces grands principes sont un peu balayés par ces méthodes. Et donc, quelles que soient les personnes contre lesquelles elles sont utilisées, que ce soit pour moi des adversaires ou non, je suis toujours très mal à l'aise avec cette dérive-là. Alors, je vais vous poser une question plus personnelle. Vous attendez un bébé
Éric Zemmour dit que la démographie c'est le destin. Vous voulez une famille nombreuse, vous marchez sur les pages de la von der Leyen. Oula, je sais pas si j'aurais une famille nombreuse, parce que je sais pas si j'aurais le plaisir, le temps et la capacité de faire ça. Mais oui, voilà, j'essaye de mener tous les combats en parallèle. Et c'est vrai que j'ai pas voulu en faire quelque chose de rédhibitoire dans l'engagement dans cette campagne, parce que je pense qu'au contraire, notre société a tendance peut-être à invisibiliser un peu trop les femmes enceintes, ou voire même les femmes enceintes elles-mêmes ont tendance peut-être à se faire discrètes ou à se cacher ou à pas exposer lorsqu'elles sont enceintes. Et je trouve que bon, ça ne devrait pas être le cas, ça fait partie de la vie, on a besoin d'enfants dans ce pays. Donc bon, j'essaye dans la mesure de mes moyens et de ma forme de ne pas en faire un handicap dans le cadre de ce soutien.